Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. J'accepte s'il engage sa responsabilité, c'est-à-dire s'il dissout l'Assemblée ou s'il démissionne en cas de défaite. Bien sûr, si on change la Constitution et tout le tout-team. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs. Je suis naturellement au siège du parti. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays. Je fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Honte. Oui. Vous ne méritez pas Oui, le nom qui est vous non inscrit plus, sur votre madame. façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien. Et oui, on lui rend tous hommage. Françoise Hardy qui vient de mourir, qui nous a bercés pendant tellement longtemps et depuis tellement longtemps. C'est aussi, on peut dire, une voix de la France, elle, Françoise Hardy. Et elle sera toujours là, à travers ses chansons, et on en parlera un peu plus tard dans l'émission. Mais là, on va commencer évidemment par parler de la dissolution, de l'élection, des mobilisations, etc. Chacun cherche son chat, chacun trouve son camp. Et pendant ce temps-là, quand même, il y a les magistrats. Les magistrats, moi, dans mon âme d'enfant un peu naïve, je pensais que les magistrats étaient tenus à la réserve, à l'objectivité, à ne pas prendre des positions. Eh bien, ce n'est pas le cas de tous. Et on va en parler, notamment du syndicat de la magistrature. On va en parler avec Valérie Audite Dervieux, qui est membre du Conseil national d'unité magistrat à SNM-Info. On va se dire, au fond, qu'est-ce qu'on va entendre pendant ces 3 semaines, puisque vous savez que c'est le 30 juin, le premier tour. Est-ce que les magistrats, le 3e pouvoir, est-ce qu'il doit s'exprimer en prenant parti politique, parce qu'il s'agit bien de politique en l'occurrence. Et puis, on va parler aussi, vous savez, il y a eu grosse polémique sur les dates. Les dates, on disait oui, mais attention, il faudrait 3 semaines... 4 semaines, le vendredi avant l'élection, les dépositions, les députés doivent déjà être inscrits. Or, si c'était comme ça, c'était vendredi dernier qu'il fallait le faire. Et évidemment, vendredi dernier, il n'y avait pas encore les résultats des élections, ni du reste. Alors, de quoi s'agit-il exactement? On va en parler avec Philippe Fabry, qui est historien du droit. De quoi s'agit-il? Avec qui il avait écrit Le Président absolu. Et puis, on va parler des perles, de tout ça. Sandrine Rousseau, Éric Ciotti, vous l'avez entendu, et puis ce qui se passe quand on se fait la belle, des détenus, ça se passe très bien, apparemment. Et en deuxième partie, nous allons recevoir un écrivain, un aventurier, j'allais dire un aventurier, mais au très bon sens du terme, un bonhomme d'aventure, qui vient d'écrire une espèce d'hymne pour son Europe à lui, qui n'est pas l'Union européenne telle existe, qui est les États-Unis d'Europe. On va en parler avec Patrice Franceschi. Mais pour le moment, et tout de suite, on va passer à la justice. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Depuis 1958, et selon le statut de la magistrature, 22 décembre 1958, on lit ceci. Toute manifestation d'hostilité à la forme républicaine du gouvernement est interdite aux magistrats et ils sont plus généralement, tenus à un devoir de réserve comme tous les agents publics. Est-ce le cas? On est à la veille d'élections importantes. On va voir.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Connu évidemment Michel Sardou et puis Thierry de la Fontaine, bien sûr. Hein. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors voici un communiqué de presse qui est paru hier. Je vous le lis. Au début, quand j'ai commencé à le lire, je pensais que c'était un parti politique. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Écoutez, je vous le lis complètement et nous allons en parler ensuite avec Valérie Odile Dervieux. Comme attendu, les partis d'extrême droite ont recueilli près de 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. À la suite de ce résultat, le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc je me dis, c'est un parti de gauche qui réagit. L'ancrage électoral, je continue de communiquer. L'ancrage électoral de l'extrême droite se poursuit sur tout le territoire. Certes, des pans entiers des programmes d'extrême droite sont depuis plusieurs années intégrés aux politiques publiques des gouvernements successifs. Et le syndicat de la magistrature, ça, je commence à voir que c'est pas un parti politique. Donc, le syndicat de la magistrature n'a de cesse de dénoncer les conséquences sociales et politiques catastrophiques de ces orientations. Mais les risques pour l'effectivité de l'état de droit, attention, l'état de droit, se multiplient chaque fois que le Rassemblement national et ses affidés sont sur le point d'élargir encore leur assise au sein des pouvoirs législatifs et exécutifs. La fonction première des magistrates et des magistrats est d'assurer l'égale application de la loi et de protéger les droits et libertés des personnes, notamment contre l'éventuel arbitraire du pouvoir. L'installation des matrices idéologiques, c'est intéressant les mots, matrices idéologiques, d'extrême droite, autoritaire, sécuritaire, discriminatoire, xénophobe, raciste, les concerne donc les magistrats au premier chef. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Le syndicat de la magistrature ne s'arrêtera pas là, ça c'est moi qui ajoute, prendra part au tout mouvement collectif d'union et de résistance et participera aux manifestations organisées dans les jours qui viennent partout en France. Mobilisons-nous pour construire des alternatives. Voilà. Alors, quid de... attention, ils sont tenus de jamais, d'aucune manifestation d'hostilité à la forme républicaine du gouvernement, etc. Valérie Odile Dervieux, bonjour. Vous êtes magistrate, je dis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On a l'impression, et après tout, on dit un syndicat qui s'engage politiquement, qui dit attention, il faut arrêter ça, il faut manifester, il faut se manifester de toutes les manières, et il appelle tous les magistrats, le corps judiciaire à intervenir. Ça traduit quoi ? D'abord, je voudrais faire une précision. Contrairement à son nom, le syndicat de la magistrature n'est pas le syndicat de tous les magistrats. Pardon. C'est le syndicat d'une partie des magistrats qui ont voté pour ce syndicat. On a aussi beaucoup d'abstentions. Donc, j'appelle à faire attention. Parce qu'on a toujours, le citoyen a toujours l'impression que c'est le syndicat de tous les magistrats. Il y a 3 syndicats représentatifs. Il aurait pu dire un syndicat de magistrats, au pluriel, mais pas de la magistrature. Le syndicat de la magistrature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les 3 syndicats, il y a donc unité magistrat SNMFO, qui est composée de plein de magistrats qui ont des opinions et probablement des votes totalement différents, et qui se réclament définitivement et totalement de l'apolitisme. Ce que demande... Avec L apostrophe. Voilà. De l'apolitisme. L apostrophe, et pas de la politique, de l'apolitisme. Merci beaucoup, Monsieur Berkov, pour cette précision. Et donc, effectivement, quand on lit ce communiqué de presse, on a l'impression au début qu'il s'agit d'un parti politique. Et d'ailleurs, on a l'impression aussi à la fin qu'il s'agit d'un parti politique, puisque nous lisons « Mobilisons-nous pour construire des alternatives ». Je ne vois pas comment un syndicat de magistrats peut construire quoi que ce soit dans le cadre politique. L'appel donc à l'ensemble des magistrates et des magistrats ne concerne que les gens qui se sentent concernés par le positionnement extrêmement politique de ce syndicat et qui se sentent investis d'une mission qui n'est pas celle. Sur le fond, Marie, parce que alors sur le fond, est-ce qu'un syndicat, quel qu'il soit, magistrat de gauche ou de droite,
peut se manifester, parce que c'est ça qui nous intéresse à nous, justiciables, les citoyens, peut se manifester en disant voilà, tel parti risque de prendre le pouvoir, ça va être l'abolition des libertés ou presque, enfin voilà, on sait ce qui... Voilà. Est-ce que c'est dans le code, dans la loi, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est acceptable ? Alors, juridiquement, possible, on peut se poser la question. L'article 10 que vous avez cité de l'ordonnance statutaire indique que toute manifestation d'hostilité aux principes ou à la forme du gouvernement de la République est interdite, de même que toute démonstration de nature politique, incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Et c'est ça le problème. Parce que quand le citoyen, il lit un communiqué de cette nature, il se dit, mais comment ça va se passer quand moi, si mes convictions politiques ou ma profession est connue, quand je vais passer devant un magistrat, moi je ne sais pas de quelle couleur politique il est, j'ai pas à le savoir, je ne sais pas de quel syndicat il est, et j'ai pas à le savoir. En tous les cas, c'est ce que dit le Conseil supérieur de la magistrature, on n'a pas à mettre dans nos déclarations d'intérêt le syndicat auquel on appartient. Les préférences politiques. Les préférences politiques. Et comment moi je suis sûr d'être jugé avec impartialité, l'impartialité qui est une exigence au terme de la loi par un magistrat qui appartient à tel ou tel syndicat. Et c'est ça le vrai problème. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, indique qu'on doit faire on doit faire montre d'une impartialité objective et subjective. Subjective, c'est par rapport aux relations qu'on a, et objective, c'est-à-dire qu'on doit montrer qu'on est impartiaux dans les décisions qu'on rend, mais surtout on doit montrer une apparence d'impartialité. Ouais. Et c'est pas manifester haut et fort, c'est son étiquette ou ses engagements politiques. C'est ce que dit aussi le statut général de la fonction publique. La neutralité, c'est l'interdiction de manifester des convictions, qu'elles soient religieuses, politiques. Alors, bien évidemment, quand on rend une décision, il n'y a pas marqué syndicat de la magistrature, il y a marqué le nom du juge. Quand on est à l'audience, on ne dit pas syndicat de la magistrature, on essaye de traiter le dossier. Mais le citoyen peut légitimement se poser la question, parce que revêtir la robe quand on va dans une juridiction pour rendre une décision, c'est pas une sorte d'armure de neutralité ou d'invisibilité, comme diraient les enfants. Et donc, on a un vrai sujet. Beaucoup de magistrats ne se reconnaissent pas dans ce communiqué. Alors, je ne sais pas si ça va rassurer. En tous les cas, moi, ça me rassure. Et quand hier j'en ai parlé avec des collègues, j'ai dit bah oui, vous reconnaissez pas là-dedans, parce que ça a quand même fait un coup de tonnerre chez les collègues. Vous savez, on a des listes de discussion, on échange. Et il y a beaucoup de collègues qui m'ont dit non, c'est pas qu'on se reconnaît pas, c'est qu'on est en colère. Ah oui, donc oui. Parce que ça jette une option politique sur l'ensemble de la magistrature. Vous savez bien que quand les politiques évoquent les magistrats, ils reprochent tout et son contraire, trop strict, trop laxiste, voilà, pas assez, etc. Mais voilà, on donne nous-mêmes, par l'intermédiaire de ce type de communiqué, des armes pour nous... Des verges pour se faire fouetter. Voilà, merci pour l'expression. Mais au fond, parce que ça va loin, vous avez, j'ai cité, et vous avez très bien fait de reciter l'article 10, qui est quand même la loi organique des magistrats, de la justice, etc. Et là, carrément, ils disent, prendra part, le syndicat, la magistrature, prendra part au mouvement collectif d'union et participera aux manifestations. Ce n'est même pas le devoir de réserve, c'est on manifeste, alors que c'est en flagrante contradiction quand même avec la loi organique. Alors le Conseil supérieur de la magistrature avait été saisi par l'actuel garde des Sceaux sur justement la liberté d'expression suite par exemple à la participation de ce syndicat à la fête de l'humanité. Alors c'était pas une participation, c'était un stand co-tenu et puis c'est aussi à la participation de ce syndicat aux manifestations contre, entre guillemets, les violences policières, avec les slogans que l'on connaît tous, la police tue, etc. C'est ça, tout le monde et la police, etc. Oui. Et le Conseil supérieur de la magistrature a indiqué que les magistrats avaient un devoir de réserve, que les chefs de juridiction avaient un peu plus de liberté dans les audiences de rentrée. Vous savez, c'est les audiences annuelles où on fait un petit peu le bilan. Et bien évidemment, les organisations syndicales, puisqu'il y a une liberté syndicale. La question aujourd'hui, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une gradation, qu'il y a un développement, qu'il y a de plus en plus d'expressions partisanes de la part d'un syndicat qui est de nature, à mon sens, à porter atteinte à l'image que peuvent avoir le citoyen de la magistrature. Alors, on peut avoir les options politiques qu'on veut, c'est bien pas sûr. Le sujet. Le citoyen a le droit d'avoir ce chacun vote pour qui il veut. On a une liberté, effectivement, d'expression individuelle. Et heureusement. On a une liberté de vote, et c'est précieux. Et c'est ça, la démocratie.
Bien sûr. La question, c'est, quand on est un syndicat de magistrats, qu'on se revendique comme tel et qu'on s'appelle en plus le syndicat de la magistrature, s'il peut créer des ambiguïtés, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'où on peut aller? Oui, mais alors, quelque chose qui me... C'est une question, Valérie Odile Dervieux. Comment se fait-il que quand un syndicat, et encore une fois, nous ne prenons pas parti, sa légitimité, il le fait, très bien, mais comment ça se fait que les autres magistrats, qu'ils soient syndiqués ou pas, vous dites que vous avez parlé à certains de vos collègues qui sont en colère, mais on n'entend pas cette colère. Alors, pourquoi ne se manifeste-t-elle pas? En fait, donc, vous avez eu un communiqué, on va bientôt faire un communiqué aussi pour dire qu'on respecte le résultat des élections, que nos valeurs sont l'apolitisme et la neutralité, et que bien évidemment, dans l'application des droits, on respecte la hiérarchie des normes, au sommet duquel d'ailleurs il y a les règles de la CEDH, donc la construction juridique telle qu'elle existe permet de rassurer chacun. Ce que disent les... En fait, moi, j'ai déjà pris une position dans ma juridiction contre une motion qui était appelée par le syndicat des magistrats en disant, moi, en tant que représentant de l'unité magistrat, je veux pas être instrumentalisé par un syndicat qui prend des options politiques. Et ce qui a été répondu par l'autre syndicat, des représentants de l'autre syndicat, c'était, oui, mais si on se ligue les uns contre les autres, on est plus faible vis-à-vis de l'extérieur. Donc une sorte de peur d'apparaître divisé et de faire le jeu de ceux qui nous voudraient du mal. Toujours l'expression faire le jeu de... Oui. Faire le jeu de... Mais à un moment donné, et je pense que Unité Magistrat a le courage de le dire au travers notamment de la voix de sa secrétaire générale Béatrice Beugère, on peut pas cautionner n'importe quoi. Et on ne doit pas cautionner n'importe quoi. Et donc, les magistrats, ils restent discrets parce que d'abord, ils respectent le devoir de réserve. Hein. Moi, je suis une syndicaliste, donc j'ai un devoir de réserve qui me permet d'exprimer ce désaccord. Et puis, il ne faudrait pas qu'apparaissent des scissions à l'intérieur du corps. En fait, on n'est pas un corps très corporatiste, contrairement à ce qu'on pense. Mais peut-être qu'on a le sentiment que si on montre des différences, on est plus susceptible d'être attaqué, parce qu'on est quand même très souvent attaqué en tant que... Mais si on est souvent attaqué, c'est peut-être justement parce qu'on réagit pas. Donc vous avez raison, Monsieur Berkoff. Il est peut-être temps aujourd'hui de dire que les magistrats n'adhèrent pas à ce positionnement. Et vous avez le droit de le faire en tant que citoyen, parce que vous êtes des magistrats, mais vous êtes des citoyens français. Mais vous savez, Monsieur Berkoff, Unité Magistrat, qui fait partie d'une confédération, qui a son indépendance, bien évidemment, une confédération, parle beaucoup avec les autres syndicats, notamment Unité Police, notamment Unité Directeur d'administration pénitentiaire. Et la question qui nous revient souvent, c'est, mais si on comparait devant un magistrat qui est manifestement, parce qu'on le sait, parce qu'il s'est exprimé du syndicat de la magistrature, est-ce qu'on va être jugé comme les autres? Et c'est ça la question. Oui, et moi, je vais vous dire, Monsieur Berkoff, moi je pense qu'effectivement, les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, sont impartiaux parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a le syllogisme, etc. Oui, mais c'est l'apparence qui pose problème. Et c'est le fait même qu'on puisse se poser la question qui, à mon sens, est un sujet. C'est un vrai sujet. Merci beaucoup de vos éclaircissements, Valérie Odile Dervieux. Merci à vous. Et nous allons suivre tout cela, bien sûr. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national d'unité magistrat. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. On va parler de constitution avec André Berkoff et Philippe Fabry, qui sera son invité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Donc, premier tour des législatives le 30 juin prochain. Deuxième tour le 7 juillet prochain. La machine s'emballe. Constitutionnellement, c'est légitime ou pas légitime? La polémique existe aujourd'hui. On va en parler avec Philippe Fabry. À tout de suite. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Je ne sais pas qui a retourné sa veste ici, ou ils sont peut-être plusieurs d'ailleurs. Mais Philippe Fabry, bonjour.
Bonjour. Vous êtes historien du droit, vous êtes auteur de plusieurs livres, on vous a reçu et toujours avec plaisir. Vous avez écrit, mais en l'occurrence, le président absolu, la 5e République contre la démocratie, notamment aux éditions Scripta Manent. Philippe Fabry, alors je ne sais pas, le président absolu, est-ce que c'est encore une manifestation d'absolutisme? Et est-ce que c'est une manifestation, en fait, par rapport à la démocratie, surtout par rapport aux dates? Alors il y a eu cette polémique, comme vous le savez, en tout cas, depuis hier, certains disaient, non, c'est trop court. Plusieurs spécialistes du droit constitutionnel disent qu'il faut faire annuler le décret. Ils l'ont demandé. D'ailleurs, ils ont déposé une motion au Conseil constitutionnel pour annuler le décret qui encadre l'organisation des élections législatives anticipées. Il s'agit bien de ça. Alors, annulation ou pas, est-ce qu'on est en fait en sortie du cadre de la loi ou de la Constitution? En l'occurrence, Philippe Fabry. Alors, moi, je pense pas, en tout cas, pour ceux dont l'avis compte, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui sera amené à trancher ça, la question est vraisemblablement tranchée depuis pas mal de temps. Puisqu'il y a 2 décisions qui ont été rendues dans des circonstances similaires, c'était pour les 2 dissolutions par Mitterrand en 81 et 88. Oui. Donc les décisions du 4 juin... Oui. 2 décisions du 4 juin 88 et 11 juin 81. Et dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a considéré que la Constitution et le texte de la Constitution, qui prévoit que après une dissolution, les élections doivent avoir lieu entre 20 et 40 jours après la dissolution, que ces dispositions-là qui sont constitutionnelles l'emportaient sur toute autre disposition législative, et que même si ça amenait à avoir des résultats dans des territoires d'outre-mer, à l'époque c'était Wallis et Futuna dans la décision de 81, avant que les gens qui sont là-bas ne votent, ça ne posait pas de problème. C'est-à-dire que même si tout le monde ne vote pas en même temps et que certains résultats sont connus avant d'autres, c'est pas un problème. Donc, sauf avoir un changement d'une jurisprudence qui en plus a eu lieu 2 fois, donc qui peut être considéré comme constante du Conseil constitutionnel, je vois pas pourquoi il y aurait une annulation. Surtout que jusqu'ici, le Conseil constitutionnel, et ces derniers mois en tout cas, était plutôt complaisant avec le président, donc je vois pourquoi tout d'un coup, il saboterait sa dissolution. Alors Philippe Fabry, alors justement, effectivement, c'est apparu dans le journal officiel, mais ça a apparu en date du 9 juin, donc il y a 20 jours entre le 9 juin et le 30 juin, donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est ça. Hein. Donc, à partir du moment, disons, cette affaire réglée, qui va être vraisemblablement réglée, comme vous le dites. Alors moi, je voudrais qu'on aille plus loin avec le spécialiste que vous êtes, Philippe Fabry. Est-ce que, alors, donc les élections ont lieu, on va faire des hypothèses et des suppositions, mais je voudrais revenir sur la question du président de la République. Emmanuel Macron normalement finit en 2027 son mandat, il ne peut pas être réélu. Est-ce qu'il y a des possibilités, je parle de scénario, dans lequel, d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas en plus dissoudre avant juin 2025, puisqu'il faut 1 an. Oui. Est-ce qu'il y a des scénarios dans lesquels il pourrait, que compte tenu les choses étant ce qu'elles sont, si ça se passe pas très bien, etc., comment peut-il intervenir? Peut-il démissionner? Et s'il peut démissionner, peut-il se faire réélire? Question. Plusieurs. Alors la question, elle est encore débattue de savoir s'il pourrait se faire réélire en cas de démission. Il faudrait que le Conseil constitutionnel ait tranché dessus pour qu'on sache si c'est possible ou pas. Mais normalement, il n'a pas. Normalement, aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les lois étant ce qu'elles sont, les règles étant ce qu'elles sont, est-ce que si, par exemple, parce qu'il a toujours la latitude de démissionner, est-ce qu'il peut se représenter ou il faudrait une décision du Conseil constitutionnel pour trancher ça? Alors, je pense pas qu'il faudrait une décision du Conseil constitutionnel a priori pour l'autoriser, mais je pense que vraisemblablement, la question serait posée au Conseil constitutionnel s'il se représentait pour tenter de contester le fait qu'il se représente. Je pense que ça serait, la question se poserait en tout cas. D'accord. Parce que, voilà, donc, c'est pour ça que je dis que c'est une question qui est pas tranchée, parce que c'est difficile à dire a priori, et très honnêtement, en plus, apparemment, on part pas dans cette direction, puisqu'il a, semble-t-il, d'ores et déjà dit qu'il était hors de question pour lui démissionner.
Oui. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, va se passer ce qu'il se passe. C'est encore une fois la première fois. Ça s'est passé sous Mitterrand, ça s'est passé sous Chirac. Hein, on se rappelle ce qui s'est passé en 2000. C'était bien en 2007, oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, bon, tout ça suit son cours. Donc, pour vous, il n'y a aucune, en tout cas, anomalie constitutionnelle, comme on dit, dans ce qui se passe en ce moment. Alors non, d'anomalie constitutionnelle, je vois pas. D'ailleurs, il me semble que le principal grief qui était fait à la décision, c'était plutôt une anomalie législative à cause des dispositions habituelles qui s'appliquent en cas de scrutin. Et justement, les jurisprudences du Conseil constitutionnel dont je parlais considèrent que les règles de la dissolution sont particulières et donc s'imposent parce que les élections après une dissolution ne sont pas de même nature. C'est un cas particulier. Pour lesquels c'est les dispositions constitutionnelles qui doivent s'appliquer et pas la loi législative habituelle. Et pas la loi législative. Alors, effectivement, en revanche, c'est vrai que c'est la première fois depuis assez longtemps qu'une législative ne suit pas une présidentielle. Hein. On avait l'habitude, avec le quinquennat surtout, que le quinquennat avait changé la donne et qu'il y avait l'élection présidentielle et ensuite l'élection législative. Là, effectivement, l'élection législative se passe après 2 ans du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'à votre avis, ça peut changer la donne ? Alors, ça peut changer la donne sur un certain nombre de traits du régime, parce que ce qui a caractérisé la Ve République sous Emmanuel Macron, c'est qu'elle est devenue plus autoritaire que jamais, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que véritablement, Emmanuel Macron concentrait pratiquement tous les pouvoirs, et même après avoir perdu la majorité absolue lors des dernières législatives, il a réussi à maintenir cet état de fait, c'est-à-dire à maintenir son absolutisme. On est même allé dans des choses qui sont assez délirantes, comme l'affaire de la loi immigration, où avec l'aide du Conseil constitutionnel, il a réussi à promulguer une loi dont le texte en fait avait été rejeté par une motion de rejet du Parlement. Donc il a réussi à faire adopter une loi contre la volonté du Parlement. En fait, l'exécutif a enjambé le législatif, quoi. Voilà, donc on avait vraiment atteint l'apogée de ça. Et très clairement, là, il se met en position de se retrouver en situation de carrément de cohabitation, s'il y a une majorité hostile qui se met en place. Et pour le coup, ça va changer beaucoup de choses parce que et ça va un petit peu dans le sens de ce que les Français collectivement font depuis l'élection précédente, c'est une reparlementarisation du régime que Macron lui-même en pratique a refusé. Et là, vraisemblablement, ça va aller encore plus loin et on peut se retrouver dans une situation de nouvelle crise en fonction de la bonne ou mauvaise volonté qu'il mettra dans cette cohabitation. Et pour vous, alors, le titre de votre livre, Le président absolu, effectivement, vous venez de le dire, c'est vrai que il a largement utilisé l'exécutif, la Ve République contre la démocratie. Est-ce que justement, ce qui s'est passé là, enfin, c'est cette élection européenne, en plus c'est intéressant, le paradoxe est toujours intéressant, est-ce que cette élection européenne, pour la France notamment, mais pas seulement, n'était pas une élection nationale, quelque part ? Philippe Fabry. Alors, il y a eu de ça en partie. Il y a aussi le fait que c'est une élection, que l'Europe devient un sujet de préoccupation de plus en plus important. Je pense que ça a véritablement été une élection européenne, malgré tout aussi. Ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que le taux de participation à ces élections européennes a été supérieur à ce qu'il a été aux législatives dernières, de 2022. C'est-à-dire que je pense que c'était la première fois qu'il y avait une élection européenne qui dépassait en participation une élection nationale. Il est très plausible que ce taux de participation soit cependant explosé par la législative qui vient. Mais ça montre qu'il y a véritablement un dialogue désormais qui se met dans les deux cas, parce que ce qui est également très important, c'est que le résultat des élections européennes au niveau du Parlement européen a permis une coalition alternative à droite, plutôt que celle qui se faisait à gauche, entre le PPE, les sociaux-démocrates et libéraux. Désormais, il y a une alternative à droite. Et si la France devient un gouvernement Rassemblement national, ça va pousser à choisir plutôt une coalition que l'autre à l'échelle européenne. D'autant plus qu'il y a une dernière chose importante, c'est que en Allemagne, la CDU-CSU et l'AfD, donc les deux grands gagnants des européennes, eux aussi se tournent vers Olaf Scholz et disent pourquoi on dissout pas chez nous aussi? Après tout, c'est exactement pareil. Vous êtes complètement désavoué, vous avez fait 14%, donc vous pouvez pas rester au pouvoir. Tout à fait. Mais juste une chose quand même, vous dites que effectivement les élections européennes, là, le taux de participation a été plus fort que celui des législatives
législatives de 2022. Mais enfin, on peut aussi expliquer ça par le fait que les Français avaient envie d'exprimer leur insatisfaction ou leur frustration ou leur contentement ou mécontentement. C'est aussi une chose. Quand on n'a pas d'autres occasions, puisqu'il n'y a plus de référendum depuis 2005, eh ben on s'exprime quand on peut, donc à une élection. Ça joue probablement, mais il faut voir aussi que, et on l'a vu de plus en plus, en particulier l'année qui est passée, de plus en plus, même entre les droites nationales européennes, qui jadis étaient plutôt eurosceptiques, on a vu monter une espèce de mise en réseau et des problématiques qui sont de plus en plus penser et dialoguer à l'échelle européenne. Donc l'opposition au pacte vert, la question de l'opposition à la loi immigration ou même des grandes questions comme la question des agriculteurs, tout ça sont des questions qui sont aussi montées à l'échelon européen, donc ça a probablement joué sur la participation à cette élection. Merci Philippe Fabry, en tout cas c'est intéressant, on va suivre bien sûr, c'est même plus qu'intéressant. Voilà, la machine est repartie, elle s'emballe et qui votera verra, je l'ai déjà dit. Merci Philippe. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle. Je me suis fait la belle. Tchou, 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 tchou. Vous savez, le merveilleux Louis Chédid, je me suis fait la belle. Et oui, on a parlé effectivement de l'état des prisons françaises, un état aussi extrêmement, je veux dire, critiquable sur un certain nombre de conditions, parce qu'il n'y a pas de raison que parce qu'on est prisonnier, évidemment, qu'on soit maltraité à l'intérieur de la cellule, ou enfin, mais il y a aussi autre chose, il y a aussi, effectivement, selon que vous soyez puissant et misérable, et ça existe aussi chez les détenus, eh bien, écoutez, ça se passe de manière très différente. On a beaucoup parlé, effectivement, de Mohamed Amra, de ses 10 portables, de ses réceptions, etc. Mais, il y a eu quelque chose de très intéressant dans ce dimanche d'élection européenne, vous voyez, ça sert aussi à ça, les élections, et oui. Un détenu de la maison centrale d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, s'est évadé après avoir voté en ce dimanche d'élection pénitentiaire. Intéressant. Mais alors, comment il s'est évadé? Qu'est-ce que ça a à faire avec le vote? Eh bien, le détenu bénéficiait d'une permission de sortie encadrée pour exercer son droit civique. Il s'est enfui, alors il est allé voter, effectivement, il est prisonniers ont le droit de voter, et ça c'est très bien. Mais il s'est enfui en sortant du bureau de vote au moment de rentrer dans le véhicule. Voilà, il a décidé de prendre la clé des champs, de se faire la belle, comme disait Louis Chédid. Voilà, l'enquête est ouverte. Alors on se dit comment ça se fait, comment ça s'est passé. Mais vous voyez, il y a des trous dans la raquette, bien sûr. Et quelquefois, pour lui, et en tout cas pour lui, le vote dimanche a été forcément plutôt un bon jour pour lui. Pour le reste, c'est à voir. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans quelques instants pour la suite. Les huées, les bravos d'André Berkoff et bien sûr le face-à-face tout à l'heure à partir de 13h. À tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Merci Philippe. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Et le merveilleux Louis Chédid, je me suis fait la belle. Et oui, on a parlé effectivement de l'état des prisons françaises, un état aussi extrêmement, je veux dire, critiquable sur un certain nombre de conditions, parce qu'il n'y a pas de raison que parce qu'on est prisonnier, évidemment, qu'on soit maltraité à l'intérieur de la cellule, ou enfin, mais il y a aussi autre chose, il y a aussi, effectivement, selon que vous soyez puissant et misérable, et ça existe aussi chez les détenus, eh bien, écoutez, ça se passe de manière très différente. On a beaucoup parlé, effectivement, de Mohamed Amra, de ses 10 portables, de ses réceptions, etc. Mais, il y a eu quelque chose de très intéressant dans ce dimanche d'élection européenne, vous voyez, ça sert aussi à ça, les élections, et oui. Un détenu de la maison centrale d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, s'est évadé après avoir voté en ce dimanche d'élection pénitentiaire. Intéressant. Mais alors, comment il s'est évadé? Qu'est-ce que ça a à faire avec le vote? Eh bien, le détenu bénéficiait d'une permission de sortie encadrée pour exercer son droit civique. Il s'est enfui, alors il est allé voter, effectivement, il est prisonnier
les aînés ont le droit de voter, et ça c'est très bien. Mais il s'est enfui en sortant du bureau de vote au moment de rentrer dans le véhicule. Voilà, il a décidé de prendre la clé des champs, de se faire la belle, comme disait Louis Chédid. Voilà, l'enquête est ouverte. Alors on se dit comment ça se fait, comment ça s'est passé. Mais vous voyez, il y a des trous dans la raquette, bien sûr. Et quelquefois, pour lui, et en tout cas pour lui, le vote dimanche a été forcément plutôt un bon jour pour lui. Pour le reste, c'est à voir. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans quelques instants pour la suite. Les huées, les bravos d'André Berkoff et bien sûr le face-à-face tout à l'heure à partir de 13h. À tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah, mes aïeux, depuis dimanche soir, ça n'arrête pas une minute. Tsunami de déclarations, d'indignation, de grandes manœuvres, de petites magouilles. Tout est là, tout est là. Les alliances, les mésalliances, les pax, les divorces, les mariages. Et ça va durer effectivement pratiquement jusqu'au 30 juin. Mais avant le 30 juin, bien sûr. Et il y a quelques scènes absolument magnifiques qu'on va garder dans les perles électorales. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Shame on you. Oui, honte sur toi. Mais c'est exactement ce qu'a dit Sandrine Rousseau, sans lesquels notre radio ne pourrait pas exister, notre radio et tous les médias. Car que ferait-on sans Sandrine Rousseau? Comment existerait-on sans les immortelles formules de Sandrine Rousseau? Mais là, elle a été à l'attaque. Écoutez. Je suis naturellement au siège du parti. J'ai pris mes responsabilités dans un moment très lourd, très grave pour le pays, où la France est menacée par l'alliance honteuse des insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle. Vous avez reconnu effectivement un duo quand même qui n'est pas le plus fréquent, mais enfin qui était intéressant. Cette fois-ci, c'était Éric Ciotti contre Sandrine Rousseau. Un match éphémère. Ils ont été 15 secondes sur le ring, mais intéressant. Donc Éric Ciotti donne une petite conférence de presse au siège de son parti. Et Sandrine Rousseau, n'écoutant que son courage, honte à vous, shame on you, shame on you. Et lui, il dit, bon, écoutez, madame, je vous renvoie l'appareil. Il a gardé son calme. Ben voilà, ça fait partie, mais il fallait le faire, ça fait partie du climat post-électoral. Vous savez, c'était la phrase connue, post-coitum animal triste. Eh bien, post-électoral, animal ensanglanté et furieux. Normal. Je dirais même la ferme des animaux, encore plus normal. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Hardy, sur un texte de Serge Gainsbourg. Comment te dire adieu? Voilà, Françoise Hardy, on savait qu'elle était malade depuis longtemps d'un cancer. Elle vient de nous quitter à l'âge de 80 ans. Elle était l'épouse de Jacques Dutronc, la mère de Thomas Dutronc, famille incroyable de musiciens, de compositeurs et surtout... elle avait cette espèce d'intelligence magnifique et elle a bercé je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, mais tous les garçons et les filles, les yéyés, salut les copains, etc. Vous savez, c'était toute cette génération de Johnny Hallyday à Serge Gainsbourg, en passant par Jacques Dutronc et tous les autres qui ont effectivement changé un peu la chanson française comme elle l'était. Voilà, elle a souffert, elle avait vraiment un cancer, hélas, galopant, un système lymphatique, et elle souffrait beaucoup, mais elle a été toujours extraordinairement
intelligente, douce. Elle parlait vraiment comme ça, avec une espèce de, comment je dirais, de classe formidable. C'est ce que j'appelle la classe, bien sûr. Elle était férue d'astrologie. Elle parlait beaucoup d'astrologie. Et puis, voilà. Donc, tous les garçons et les filles, que ce soit de son âge, que ce soit de tous les âges, peuvent être que tristes pour saluer quelqu'un qui est parti, mais qui, encore une fois, vive la chanson, vive le streaming, vive les disques, vive la radio, sera toujours là. On va se retrouver dans un instant après les infos de 13h pour le face-à-face avec Patrice Franceschi qui vient nous voir pour son nouveau livre Croire et agir pour en finir avec l'impuissance européenne. C'est publié chez Plomb. Et puis vous, au 0826 300 300, vous aurez la parole. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Voilà. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. 13h03 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui Patrice Franceschi qui vient nous voir pour son nouveau livre Croire et agir pour en finir avec l'impuissance européenne. C'est publié aux éditions Plomb. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour. Patrice Franceschi, on l'a vu sur tous les fronts, on le connaît, on l'a vu sur tous les fronts, que ce soit les fronts kurdes à un moment et à plusieurs reprises, avec tout ce qu'il y a eu en Syrie, en Irak et ailleurs. On l'a vu on l'a vu en Amérique du Sud, on l'a vu partout, on l'a vu faire le tour du monde avec la boudeuse, son bateau. On l'a vu effectivement sur les fronts non seulement de la guerre, mais du voyage, de l'exploration et surtout de la curiosité, de voir d'autres peuples, d'autres civilisations, etc. Et puis il a écrit beaucoup de livres et on l'a reçu souvent et toujours avec plaisir. Et là, Patrice Franceschi, vous sortez Croire et agir pour en finir avec l'impuissance européenne. Vaste programme, travail d'Hercule, mais vous faites quelque chose d'intéressant. Parce que vous dites, alors jusqu'à présent, nous avons effectivement surtout entendu les partisans de l'Europe telle qu'elle est, de l'Union européenne, de Ursula von der Leyen à Emmanuel Macron, en passant par Olaf Scholz et tous les autres, tous les problèmes qui se passent. Et puis, il y a ceux qui veulent absolument quitter. L'Angleterre est partie avec le Brexit. Il y a beaucoup de gens qui sont pour le Frexit, que pour la France quitte effectivement cette Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis ceux qui sont aussi pour le Bruxit, carrément, pour l'atomisation de Bruxelles. Enfin, je parle de Bruxelles, non pas la ville, non pas la capitale belge, mais effectivement la capitale administrative de l'Europe. Et vous dites, Patrice Franceschi, vous rappelez, d'ailleurs c'est Victor Hugo qui l'a dit le premier, c'est une bonne référence, les États-Unis d'Europe. Alors, ces États-Unis d'Europe, on va ensuite parler du fait, est-ce que c'est utopique ou pas, mais pour le moment, je voudrais que vous expliquiez, vous dites, il y a un patriotisme européen à faire vivre, et vous dites, moi je me sens corse, et j'assume total, je me sens français, et j'assume total, et je me sens européen, et aucune de ces dimensions ne doit disparaître au profit de l'autre. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Alors, vous êtes allé à l'essentiel en parlant d'États-Unis d'Europe. Parce qu'il y a plusieurs problèmes dans le seul fait du fédéralisme. Aujourd'hui, quand on nous dit que l'Europe se fédéralise, l'Union européenne se fédéralise, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout le cas. Une fédération, ça n'est pas ça. Oui. C'est quoi, parce que beaucoup disent on veut un État européen, Mario Draghi, Emmanuel Macron, etc. Non, mais c'est un État européen issu de l'Union européenne qui est une entité, et c'est son péché de jeunesse, économique. Ça n'a jamais été une Europe politique, surtout et purement économique. Bon, à partir de là, rien ne peut se faire politiquement. Par exemple, une Europe de la défense, ça fait 40 ans qu'on en parle, on n'est pas près de l'avoir. C'est impossible, il faut faire une Europe politique. Une Europe politique, c'est une Europe réellement fédérale, comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Inde, qui je le rappelle est une fédération, l'Union indienne, comme le Brésil, etc. Et quand on parle de fédéralisme, de tendance vers le fédéralisme de l'Union européenne, c'est faux. C'est une tendance plutôt de concentration de pouvoir dans une Union européenne économique par des gens qui, pour la plupart, sauf au Parlement, n'ont pas été élus. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Conseil européen, Commission européenne. Ça n'a rien à voir avec un véritable fédéralisme. Donc ça, c'est pour remettre les mots à leur juste place. Et enfin, le point principal, c'est que si on veut bien ôter notre regard de notre seul nombril, dans le monde
tel qu'il vient. Tout à l'heure, vous parliez de Françoise Hardy, et il y avait une de ses chansons, et je vous dis, c'était l'époque de l'insouciance. C'était l'époque où le monde, finalement, partagé entre deux blocs, qui étaient à peu près équilibrés, et où tout allait à peu près bien. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le monde, et chacun le voit, est de plus en plus dangereux, de plus en plus violent. La montée des périls, comme dans les années 30 en Europe, mais cette fois-ci dans le monde entier, bien avec sûr. Des États totalitaires comme la Chine ou comme la Corée du Nord, des États autoritaires ou dictatoriaux comme l'Iran, la Syrie et la Turquie, et j'en passe, fait que ce monde a totalement changé. Et la montée des intégrismes. Et des intégrismes, tout ce que l'on veut. Le monde devient vraiment volatile, dangereux, fugace et imprévisible. Et dans ce monde extrêmement dangereux, et qui ne cessera de l'être, franchement, pour nous autres Européens, occidentaux, les seuls derniers États démocratiques du monde, franchement, l'heure est à l'union et pas à la désunion. Surtout pas. Ce serait faire le jeu vraiment de nos adversaires. Et l'union, elle ne peut être que politique, donc de rebâtir un projet fédéral européen qui a fait, quand les États-Unis d'Amérique l'ont fait, leur puissance. Vous savez, individuellement ou collectivement, on n'existe que par rapport à sa puissance et à rien d'autre. Le rapport de force. Le rapport de force. Terme, oui. C'est comme ça l'histoire. Je ne porte pas un jugement en disant ça. Je me borne à faire un état des lieux, à constater des faits. Et par conséquent, il devient de plus en plus urgent de corriger le péché d'origine de l'Europe, l'Union européenne, en bâtissant une fédération politique dans une même civilisation. Quand vous parlez de Victor Hugo avant, moi aussi de Stefan Zweig et les autres, ils avaient compris longtemps à l'avant, et même de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Tout ça est plus que jamais d'actualité. Sauf que, évidemment, dans la concurrence des pouvoirs, la pantomime dégueu de cette politique politicienne qu'on connaît en France et en Europe, ce qui compte, c'est la prise de pouvoir et pas le reste. Donc on a entendu, pendant toute la période des élections, pour l'Union européenne, contre l'Union européenne, et aucun autre projet alternatif. Donc personne, franchement, n'a compris là-dedans les enjeux à venir. Et ça, simplement, peut-être parce que moi, j'ai passé l'essentiel de mon existence dans des sociétés autres que la mienne, et dans toutes les guerres et toutes les révolutions depuis 40 ans. Y être engagé de l'Afghanistan à la Syrie, et je vois la montée des périls. Et je vois bien que la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il faut plus d'Europe en réalité, mais surtout pas de cette Europe, Union européenne. Et d'en croire et agir, franchement, j'essaie de corriger, moi n'appartenant à aucun parti, à aucune entité quelle qu'elle soit, ma parole étant totalement libre, de bâtir un projet comme philosophe politique d'une fédération européenne, les États-Unis d'Europe. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut faire comme ceux qui ont réussi, voilà, et les doubler, et pour permettre d'affronter tous les périls à venir. Donc, dans ce livre, je fais d'abord un état des lieux de ce qui existe actuellement, et des 8 grands défis qui nous attendent. Alors on va en parler des 8 grands défis, on va parler l'état des lieux, mais justement ce que vous dites, et c'est encore une fois un travail d'Hercule, parce que votre livre est plein, je dirais, de vœux pieux, mais on va voir si c'est possible de les acter. Alors vous dites effectivement repassionner la politique. C'est très important et on voit qu'aujourd'hui c'est compliqué. Vous parlez de conviction, qu'est-ce qu'il faut? Vous dites, et vous martelez ça, conviction, vision, courage. Ça c'est l'état de l'homme politique normal. Oui, ce sont les vertus, oui, on les voit. Je dirais que ce sont les vertus du monde, on peut pas dire que ce sont les mieux partagées pour le moment, hein, franchement. Vous savez, si l'éthique c'est le gouvernement de soi, le politique c'est le gouvernement de la cité. Oui. Et les deux doivent être, depuis Aristote on le sait, entièrement mêlés si on va avoir de vrais résultats. Nous avons démêlé, refusant de mélanger tout ça. Par conséquent, on est arrivé là où nous sommes. Et il faut c'est pas mettre de côté. Pour le moment, c'est pas glorieux. Et ils sont tous responsables depuis 40-50 ans, les uns et les autres. Et il faut arrêter aussi avec la rhétorique de l'impossible. Les grandes difficultés, on ne veut voir que les obstacles pour mener au but, alors on renonce, comme un cheval qui, devant l'obstacle, le refuse. En réalité, l'heure est si grave. Et bâtir, tel qu'on peut le projeter, les États-Unis d'Europe, ça prendra au moins le temps d'une vie humaine, au moins 3 ou 4 générations. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. La rhétorique de l'impossible... Oui, il faut penser sur 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus. Et même davantage que ça. Et même 50 ans, oui. Or, nos adversaires, la Chine, la Turquie, etc., pensent sur ce temps long, parce que ce sont des dictatures, ou des États autoritaires ou totalitaires, où les dirigeants sont là pour très longtemps. Nous, on change rapidement. Et au fond, ce qu'a fait le précédent, il faut l'éliminer pour montrer qu'on peut faire soi-même beaucoup mieux. Et il n'y a pas de politique réellement sur le temps long. Ça fait partie des faiblesses de la démocratie bien connues. Mais il faut s'en séparer. Il faut des hommes politiques qui, ayant le courage, la vision et les convictions, se disent, au fond, ce que je veux engager, je n'en verrai peut-être pas le résultat, mais j'aurai au moins marqué l'histoire et changé quelque chose. Or, aujourd'hui, tout le monde veut des résultats demain matin.
tous ces défauts, nous les connaissons tous. Oui, mais le problème, vous le dites très bien, juste, Patrice Franceschi, vous savez, c'est Churchill qui disait la différence entre un homme d'État et un politicien, c'est que l'homme d'État pense aux futures générations et le politicien à sa réélection. Oui. Or, où sont les hommes d'État? Où sont les hommes d'État? Justement. Ou les femmes d'État, d'ailleurs. Oui. Ce dont on n'a plus besoin disparaît. Dans une société comme la nôtre, nous habitons la part protégée du monde, pour encore quelques temps, je l'espère. Nous n'avons plus rien eu à affronter de sérieux depuis à peu près De Gaulle. Et donc, le courage, par exemple, a disparu puisqu'on n'en avait plus besoin. Oui. La plupart des gens qui nous dirigent... Vous en parlez d'ailleurs. Eh oui, la plupart des gens qui nous dirigent, et c'est pas de leur faute, sont trop jeunes pour avoir connu l'infortune et l'adversité que leurs prédécesseurs avaient connues et les avaient forgées. Leur avaient donné du caractère, une colonne vertébrale et des convictions et du courage. Ce par quoi ils étaient passés leur permettait d'affronter des difficultés immenses. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est comme ça. La plupart de nos hommes politiques ne savent même pas ce que veut dire recevoir une baffe. Ils ont vécu dans la soie. Ils ne savent pas ce qu'est la faim, la souffrance et le reste, que les autres connaissaient. C'est pas de leur faute. Mais ça leur permet pas de comprendre réellement le monde tel qu'il est et d'être trop coupés de la réalité des choses et de vivre souvent dans une falsification du réel parce qu'effectivement les perspectives de réélection sont plus importantes qu'autre chose. On a vu quoi? J'ai le pouvoir, je veux le garder, je l'ai pas, je veux le prendre et tous les coups sont bons. Franchement, pour un pays comme le nôtre, c'est pas ce qu'il faut. Mais c'est pas ce qu'il faut. Chacun le sait. On va continuer à en parler. On va continuer à parler Patrice Franceschi après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Croire et agir. Et oui, croire c'est bien, agir, une fois qu'on a réfléchi, c'est peut-être mieux. En tout cas, c'est le titre du livre de Patrice Franceschi paru chez Plomb. Et par rapport à ce que vous disiez, l'expérience de la guerre, etc. Vous dites dans votre livre, c'est un paragraphe que je voudrais effectivement faire lire à nos auditeurs, à qui je conseille vraiment de lire ce livre. Et vous savez que je ne reçois ici que les gens qui nous intéressent avec des livres qui amènent quelque chose. Sinon, c'est pas la peine de perdre son temps et son énergie à critiquer. Il y a autre chose à faire et il y a plusieurs gens à faire. Alors, dans votre livre, Patrice Franceschi, vous dites, si l'on veut un exemple largement symptomatique de cette mutation des sensibilités, en voici un. Dans la seule journée du 27 août 1914, 27 000 soldats français sont tués pour contenir l'invasion allemande. Poincaré ne bouge pas de son bureau. En août 2008, une trentaine de nos soldats tombent dans l'embuscade d'Uzbin en Afghanistan. Sarkozy se déplace en personne là-bas. Des hommages sont rendus à nos combattants dans la cour des Invalides. On dispose des bougies aux fenêtres. Des discours à la nation blessée sont prononcés avec consternation. Tout est dit. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, ces bougies, on comprend, et on comprend et on salue le courage des soldats ou d'autres qui ont fait leur devoir. Mais effectivement, là, ce n'est plus du tout. En fait, c'est plus qu'une mutation, c'est vraiment, un changement qualitatif, un saut qualitatif. Oui, un changement très anthropologique, mais qui est dû simplement à la parenthèse des 80 ans de paix, de prospérité qu'on a connus. Tant mieux, et oui, tant mieux. Ouais. Voilà, mais ça a eu des conséquences dont il faut prendre conscience pour l'avenir. Dans Croire et agir, avant de passer à la partie pratique dans la deuxième partie du livre, qui est comment bâtir les États-Unis d'Europe, c'est de retrouver une puissance qui nous permettra les trois choses importantes. 1, vivre en liberté. 2, en paix. Et 3, en prospérité. Car ça, c'est un objectif politique, métapolitique, que les hommes politiques devraient avoir avant de passer au programme politique lui-même. Ça, c'est un projet de société. Et donc, j'analyse un petit peu avant, au fond, ce qui nous est arrivé depuis 80 ans. Il y a, entre autres, cette mutation des sensibilités qui fait qu'aujourd'hui, les dangers de la guerre qui se rapprochent, et quand même, franchement, la guerre en Ukraine, c'est le dernier avertissement. C'est en Europe, pas l'Ukraine. L'Ukraine, c'est en Europe, oui. Voilà, et il ne faut pas que ça arrive chez nous, mais il est déjà bien tard, et que la mutation des sensibilités que nous avons connues, dont je donnais cet exemple, qui est frappant, et qui ne veut pas dire qu'on a un mépris pour la vie humaine, simplement, on savait encaisser des choses quand ça valait la peine, rester libre contre les Allemands en 14,
permettait de surmonter ces obstacles, de retrouver le sens du tragique de la vie, qui permet justement de surmonter les obstacles et de faire face, et au final de gagner. Aujourd'hui, on en est très loin. Et c'est vrai que rien nous effraie. On a peur de tout, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire, etc. C'est devenu comme ça. Et on entretient la peur. Vous avez vu les narratifs, que ce soit sur la santé, le climat, l'Ukraine, tout ça. L'infantilisation dans laquelle on nous pousse petit à petit, la bureaucratisation de nos vies dans laquelle on nous pousse petit à petit, la société de surveillance généralisée dans laquelle on entre petit à petit, jusqu'à ce qu'à la fin les gens se disent c'est comme ça et se résignent. Ça fait partie de ces mutations. Oui, on ne peut rien faire d'autre, c'est comme ça. Oui. Ça fait partie de ces mutations, et on retrouve à ce moment-là la vieille idée que la servitude volontaire, on le sait depuis la Boétie, et ça date, est finalement une des tendances naturelles des gens. Moi, ce qui m'effraie le plus là-dedans, c'est que notre volonté de vivre libre s'est beaucoup érodée collectivement. Dire comme jadis, dans les grandes difficultés, la liberté ou la mort, Manouchian au Panthéon, c'est quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour. Ce n'est même plus un discours audible. Oui. Tout pour la sécurité et rien pour la liberté, c'est finalement la tendance générale. À partir de là, on ne sera pas, même vu ces mutations de la sensibilité et tout le reste dont je parle avant, l'état des lieux, pas capable d'affronter les 8 grands défis qui nous attendent, qui est la deuxième partie de cet état des lieux, pour le futur. D'où le projet d'États-Unis d'Europe. Et au fond, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Que sommes-nous en Europe ? Mais nous sommes d'abord une grande civilisation occidentale, il faut le rappeler, de l'Atlantique à l'Oural. C'est pas si mal, on a un bagage collectif dont on peut faire quelque chose. Juste, je vous arrête là-dessus sur cette phrase. Soyons clairs, Patrice Franceschis, vous dites, au fond, d'ailleurs, Poutine le voulait dans les années 2000, vous dites que la Russie devrait rejoindre l'Europe, quelque part. Dans les États-Unis d'Europe. Dans les États-Unis d'Europe, c'est ça, oui. Évidemment que oui. Et Poutine nous a fait perdre au moins 2 ou 3 générations à cause de ça. Parce qu'on peut être pour la Russie. À cause de lui ou à cause des autres ? Les autres, mais en tout cas, c'est lui qui a fait la guerre. C'est lui qui est allé au final de ça, et il doit être condamné pour ça, parce qu'il retarde ce projet européen d'au moins plusieurs générations. Ça ne va pas s'arranger avant très longtemps. Oui, mais personne ne voulait de la Russie au départ. Oui, mais c'était une erreur, sans doute. Il fallait profiter au moment de la chute de l'Union soviétique. Parce qu'on pouvait le faire à ce moment-là. Voilà, mais on a perdu 25 ans, 30 ans dans cette affaire. Donc cette Europe civilisationnelle est un bagage dont on peut faire quelque chose. Face à des gens, les Turcs, les Iraniens, les Chinois, et j'en passe, qui nous haïssent pour ce que nous sommes. C'est-à-dire une civilisation très ancienne, qui a dominé le monde, c'est comme ça pendant des siècles, et qui surtout est démocratique. Les derniers espaces de démocratie sont dans ces États-là, auxquels il faut rajouter le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et quelques autres. Et puis les États-Unis quand même. Bien sûr, ils font partie ça, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est un même univers culturel, civilisationnel, dont on peut faire quelque chose et dont on n'a rien fait politiquement, si c'était des désunions constantes. Il faut absolument réunir tout ça. Donc l'enjeu est important, il est même capital, et au fond, on n'a pas d'alternative. Et comme ça va prendre très longtemps, on ne va pas faire les adultes de Romain, il faut commencer tout de suite. Mais celui qui commencera, celui qui décidera d'orienter l'Europe vers cette autre Europe, il doit avoir le courage de se dire, je n'en verrai pas la résolution finale. Surtout, Patrice Franceschis, parlons-en, c'est que vous parlez des défis. Et c'est pas des défis, ce sont des murailles de Chine. Enfin, en tout cas, il faut le savoir. Il y en a 8 vous parlez du transhumanisme, vous parlez effectivement de l'islamisme, parce que il y a ça, vous dites d'ailleurs très justement à un moment donné, vous dites à un moment donné, effectivement, il y a des civilisations, le choc des civilisations dont parlait Huntington, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des valeurs totalement différentes et ils sont très sincèrement persuadés d'avoir des valeurs supérieures à la nôtre. Mais quand je parle du transhumanisme, beaucoup de gens vont nous dire, mais le transhumanisme, ce n'est pas une affaire politique. Mais bien sûr, c'est une affaire politique au sens politique de la cité. Ce n'est pas une affaire politique au sens politicien. Mais ça nous menace tout autant, et là ça vient des États-Unis, de gens qui ont une culture, une vision du monde et de l'homme radicalement opposée à notre humanisme traditionnel, considérant que l'homme a fait son temps et qu'il faut en bâtir un autre, le transhumaniste, tout ça. Mais c'est comme l'islamisme, je veux dire, c'est un défi tout aussi important, de la même manière que le crime organisé, qui est devenu un crime mondialisé, de la même manière que les guerres mondiales sont moins à craindre que la guerre mondialisée qui nous attend, et ainsi de suite. Il y en a 8 très importants. Si on ne les voit pas, si on ne les pose pas, on ne peut pas bâtir un projet politique pour y faire face. Or, moi j'ai constaté que nos hommes politiques n'en parlent jamais. La société de surveillance généralisée dans laquelle on est entré, et qui ne va pas regarder. Concrètement, ça veut dire quoi ? Le QR code, là, pendant les Jeux Olympiques. Oui. Le QR code qui avait été
imaginé pour nous contrôler au moment du Covid. Tout ça va nous faire entrer dans une nouvelle ère où les libertés seront d'apparence et non plus réelles. On n'aura pas le choix d'être contrôlé, surveillé, suivi et tout ça. Et ce n'est pas du tout du complotisme que de dire ça. Nous le vivons tous les jours. Et on n'en a pas vu la fin. L'arrivée de l'intelligence artificielle générative, là aussi, c'est quelque chose qui, au niveau de la rupture anthropologique que nous allons connaître, va être colossal. Qui en parle pour le dire réellement entre avantages et inconvénients de manière très paisible. Ça ne fait pas partie des choses politiques dont les hommes politiques parlent, alors que c'est fondamentalement politique. Bah, c'est ça la politique. C'est ça la vraie politique. Que devrait être la politique. La vraie politique. Et pas la politique politicienne. Donc ces défis, il faut les relever. Il y a l'islamisme aussi dedans. Franchement, pour l'avoir combattu sur le terrain pendant très longtemps, je sais de quoi je parle. Il fait partie des 8 défis, par exemple. Il faut déjà... Il fait partie des 8 défis. Si vous voulez, on peut prendre celui-là, mais les autres sont tout aussi importants. Non, mais je suis d'accord. L'islamisme, c'est quoi? Ce sont des gens qui considèrent que la démocratie, la plus grave insulte que l'on puisse faire à Dieu, puisque c'est la décision des hommes de se gouverner eux-mêmes et de ne pas obéir au gouvernement divin, tel qu'il a été dit dans un livre, le Coran par là. La grande problématique des islamistes, c'est que nous avons laissé faire ces islamistes contre les musulmans pendant une quarantaine d'années. Alors que leur première reconquête, que ce soit en France, en Europe ou sur le terrain, en Égypte, en Syrie et tout, a été de reconquérir les musulmans qui, à leurs yeux, n'étaient pas assez musulmans. Et nous avons laissé ces musulmans entre les mains de ces islamistes, en France notamment. Il faut corriger le tir. Alors, de temps en temps, il y a un petit énervement, on fait quelque chose. Et puis surtout, il faut corriger le tir avec les sponsors, entre guillemets, de ces islamistes. Les Turcs. Les menées turques en France, dans la communauté turque, c'est incroyable qu'on laisse faire ça. Les Qataris. Les Qataris, oui. Les Saoudiens. Il faut peut-être se rappeler que ce ne sont pas nos amis quand ils agissent contre nos intérêts sur les populations musulmanes vivant en Europe. Et qui, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à l'arrivée des islamistes, à partir de 1979, ne posaient aucun problème. Bien sûr. Bon. Absolument. Puis on a vu le résultat après les changements. En Syrie, par exemple, avec les Kurdes, je rappelle que, par exemple, sur l'expérience depuis 12 ans de mon combat avec les Kurdes en Syrie, qu'est-ce qu'on voit? D'un côté, les islamistes, c'était surtout Daesh, et de l'autre côté, une coalition de quoi? De chrétiens, de Kurdes et de musulmans. À Raqqa, pendant la grande bataille de Raqqa, je veux dire, j'étais au milieu de musulmans, de chrétiens et de Kurdes contre les islamistes. Là, on ne peut pas me raconter l'histoire. Il y a un tas de musulmans, là-bas comme ici, qui ne veulent pas les islamistes. Je les ai vus au combat. Donc, par conséquent, il faut soutenir ces musulmans, voilà, contre les intégristes et fanatiques, voilà. Enfin les islamistes. Dont ils sont les premières cibles. Le nombre de mosquées soufis, par exemple, que j'ai vues en Syrie détruites par les islamistes, par Daesh ou Al-Qaïda ou Al-Nosra, était considérable. Donc, tout ça est assez complexe, mais pour gagner, il faut rentrer dans cette complexité. Et en tout cas, il faut effectivement s'attaquer à ces défis, les défis dont vous parlez, et puis il y a d'autres. Et on va en parler d'un des 8 défis qu'il ne faut pas oublier, qui est le défi climatique. Voilà. On va en parler aussi, absolument. Mais on va en parler après cette petite pause. Et puis, je crois que nous aurons des auditeurs. Oui, vous aurez la parole, évidemment, 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Patrice Franceschi, qui est notre invité jusqu'à 14h. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Patrice Franceschi, ces États-Unis-Europe que vous appelez de vos voeux, il faut bien comprendre qu'ils n'appliquent pas la disparition de la France ou du sentiment français ou de la société française. Au contraire, c'est leur renforcement. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que vous écrivez dans votre livre, à un moment donné, notre code civil a ainsi été oublié comme on laisse un champ jachère. Il affirme pourtant, nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française. Bon, on en est loin, dis donc. On n'applique pas les choses que nous avions appliquées à une époque et qui sont... Mais vous savez, de ce point de vue-là, être français dépend de plein d'autres choses. Je me sens beaucoup plus proche de Kurdes, d'Afghans, qui aiment la France, avec qui on a combattu, que de Français, comme on dirait de souche, qui n'aiment pas la France et qui
pourraient être exclus de cette assimilation. Donc là aussi, on est dans une affaire assez complexe. Il n'empêche que, quand je parle, et pour le rappeler, d'États-Unis d'Europe, par rapport au fait d'être français, le seul moyen de continuer à demeurer français tel que nous le concevons, ou nous souhaitons, c'est de nous allier avec nos alliés naturels de la même civilisation européenne, en bâtissant une Europe politique et les États-Unis d'Europe. Prenons un exemple, très simple, parce que les gens souvent ne regardent pas ailleurs que chez eux. Prenons l'Inde, qui est une fédération, ça s'appelle l'Union indienne, État fédéral, avec des peuples infiniment plus différents que ceux de l'Europe, entre quelqu'un de l'Arunachal Pradesh à l'est et, je ne sais pas, les gens de Rajasthan, etc. Ni les mêmes langues, ni les mêmes... rien du tout. Et pourtant, ils appartiennent au même pays et ils ont pu conserver, grâce à la puissance procurée par cet État fédéral, leurs particularités, leur langue et tout ça. Et sur les billets de banque indiens, il y a 11 langues. C'est vraiment la bonne officielle. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils ont acquis leur puissance et qu'ils ne cessera de grandir et ils vont devenir demain non seulement les rivaux des Chinois, mais peut-être au-dessus. Et donc par conséquent, penser qu'un État fédéral, c'est la disparition de ces peuples, ça pourrait l'être pour ceux qui voudraient. Mais ceux qui ne le veulent pas, au contraire, peuvent perdurer dans leur identité régionale, étatique, régionale ou locale. C'est le seul moyen de se défendre. Et de toute façon, dans l'état du monde tel qu'il vient, il n'y aura pas le choix. On va très peu compter, nous Français. Combien on est ? 67 millions ? Et le monde, bientôt à 10 milliards. Franchement, il faut aussi regarder les rapports de force. Oui, mais alors justement, Patrice Franceschi, juste avant, encore faut-il s'aimer. Les hindous, je ne sais pas s'ils s'aiment. Les Américains, ils s'aiment, avec un S apostrophe, bien sûr, pas semé. Mais les Français, on a l'impression, quelquefois, qu'il y a une espèce de haine ou de... Qu'il y ait en France, et en gros dans toute l'Europe, depuis dans toute l'Europe d'ailleurs. Depuis déjà de nombreuses générations, un désamour de soi, une mésestime de soi, individuelle et collective, oui, ça fait partie des choses absolument incroyables qui nous sont arrivées partout ailleurs dans le monde. Je peux vous assurer qu'on soit en Inde, au Chili, en Turquie ou ailleurs, on s'aime. Oui, et même parfois trop. Voilà. L'épaisseur du nationalisme turc, il faut le mesurer dans l'Anatolie. Bon, nous on a fait exactement l'inverse. On a les fameuses théories de la déconstruction, qui sont en fait des théories de la démolition. Ça fait partie de nos maladies viscérales qu'il faudra bien un jour corriger. Vous savez, infantile. Il n'y a pas de peuple innocent. Si on regarde, la France, c'est le colonialisme, l'esclavagisme, mais qui n'a pas été colonialiste à une époque ? Qui n'a pas été esclavagiste à une époque ? Qui n'a pas fait traite négrière Mais au regard de l'histoire, il n'y a pas de peuple innocent. Tout le monde a été un jour ou l'autre colonisé et a été un jour ou l'autre colonisateur. Et puis après, le temps passe et ainsi de suite. Nous, après tout, si je parle de la France, les Gaulois ont été colonisés quand même par les Romains. Et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus après cette colonisation. Est-ce que moi j'en veux aux Italiens d'aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 2000 ans ? Ou est-ce que j'en veux aux Allemands d'aujourd'hui du nombre de Franceschi sur le monument aux morts de mon village, qui ont été tués par les Allemands ? Le jeune Allemand de 20 ans, il n'est pas responsable de ça. Vous savez, la culpabilité dans ces cas-là, elle n'est ni héréditaire, ni collective. Si elle est héréditaire et collective, on retourne dans des pays où la pensée magique. Et vous parlez de la victime, on est devenu la concurrence victimaire. On a mis la victime au fronton. Tout ça, on le sait, mais c'est vrai que si on additionne ces maladies, on n'est pas prêt de s'en sortir. La concurrence, vous savez, à une époque, être victime, on le cachait. Mais dans d'autres peuples, prenons le cas des Kurdes, des femmes kurdes combattantes, elles pourraient prétendre être les plus grandes victimes de la région. Elles refusent ce statut de victime, elles combattent, et c'est la raison pour laquelle, comme elles refusent le statut de victime, mais celle de femmes combattantes pour la liberté, elles n'ont jamais été soutenues par les mouvements féministes en France. On va pas soutenir des gens qui combattent. C'est dingue. Tout ça, c'est un renversement des valeurs assez incroyable. Et si vous allez voir, après la panthéonisation de Manouchian au Panthéon, là, le petit exposé, l'exposition à l'entrée avant le tombeau de Manouchian, elle dit tout de ce que nous avons su être et que nous ne sommes plus. Et la réalité du monde, en quelques années, a changé. Il faut redevenir comme étaient les Manouchian et compagnie. Des Français par préférence, en plus, et qui savaient pourquoi ils se battaient, pourquoi ils vivaient. La fiche rouge de Léo Ferré et Aragon. Et encore une fois, oui, je ne fais pas de politique politicienne là-dedans, c'est-à-dire je ne juge pas Manouchian parce qu'il était communiste, quoi, peu importe. C'est métapolitique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'époque, qu'on soit communiste, gaulliste ou quoi, la liberté comptait davantage que la mort, et ce sont des gens qui ont payé. Vous savez ce que c'était le camp de la liberté à l'époque. Bon, c'était la liberté ou la mort. Et tout ça, si on ne le redevient pas, on n'affrontera pas les 8 grands défis qui nous attendent, et nos hommes politiques n'en parlent jamais de ces défis.
On a entendu quoi sur l'Europe pendant cette campagne électorale? Alors les disputes pour ou contre l'Union européenne, bien sûr, mais après c'était quoi? Ah ben on va se disputer sur les normes de la taille des carottes et des navets, sur un taux de TVA de ceci ou de cela. Mais franchement, ce sont des broutilles par rapport à ce qui nous attend. Mais parce qu'on a fait, comme vous dites, l'Europe de l'économie et pas l'Europe des civilisations. Et de la politique, personne l'Europe ne parle, politique. Voilà. D'ailleurs. Donc le chantier est à refaire entièrement, et comme il sera très long, il faut commencer très vite. Eh bien écoutez, on va commencer déjà par écouter nos auditeurs. Ah oui, c'est Richard qui nous appelle depuis Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Ouais, en fait, je vous écoute. Et en fait, je suis assez surpris parce que l'Europe qu'on a aujourd'hui, elle nous a pas protégé d'une immigration, on va dire, invasive, pour faire clair, hein, pas du tout assimilée. Elle nous protège pas des risques de conflit, puisque elle va se retrouver avec des pays qui sont en limite de l'Europe, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes et la même histoire conflictuelle vis-à-vis d'autres États. On voit qu'économiquement, on est dans le creux de la vague. On voit qu'on est aligné sur les US. On voit qu'on a un déni de démocratie déjà au moment de la Constitution européenne avec le référendum, et aujourd'hui avec des commissaires qui sont indélogeables, même si c'est un changement de gouvernement dans le pays. Donc en fait, le cauchemar d'aujourd'hui, qu'est l'Europe aujourd'hui, vous nous dites si on en met plus, ça deviendra le rêve de demain. C'est un tour de passe-passe, je n'arrive pas à comprendre. Ben, je vous réponds tout de suite. Oui. Il ne s'agit pas d'en mettre plus dans l'Europe telle qu'elle est, l'Europe économique de l'Union européenne. Il faut changer d'Europe et construire une Europe politique. C'est ça le discours. Mais il faut détruire. Alors, attendez, à la fin, il n'y aura plus d'Union européenne. Il n'y aura plus d'Union européenne telle qu'elle est. Il faut la détruire. Alors, dans le livre, dans la deuxième partie du livre, j'explique comment, sans forfanterie, on pourrait y arriver petit à petit, pays par pays. Un conglomérat de 3 pays qui commence, puis 4, et petit à petit on rentre dans les États-Unis d'Europe, tout en quittant petit à petit l'Union européenne, et à la fin, quand le processus est achevé, il y a les États-Unis d'Europe et plus d'Union européenne. Mais Patrice Franceschini, vous ne dites pas comment on se débarrasse de la structure actuelle. Tout simplement, vous n'en parlez pas de ça. Non, mais si, en commençant, vous savez, je propose à un moment donné, il faudrait un chef d'État assez, comment dirais-je, différent de tous les autres, qu'il crée un ministère, le ministère des États-Unis d'Europe, qui serait le numéro 2 protocolairement, et qui aurait pour charge de convaincre 2 ou 3 pays de rejoindre la France pour la construction des États-Unis d'Europe, en parallèle au départ de l'Union européenne. Et une fois ce parallèle fait, une fois ces premiers conglomérats d'États construisant les États-Unis d'Europe, se séparant petit à petit et à proportion exacte de l'Union européenne, et puis un 5e État, un 6e, etc. Ce processus étant très long. Donc pour répondre à monsieur, il ne s'agit pas de rajouter quelque chose à l'Europe d'aujourd'hui. Tous les mots dont vous parlez, et qui sont réels, sont des mots dus à une Europe économique, qui est incapable de faire une politique, dans tous les sens où vous l'entendez. Richard, donc ça ne marchera pas. Vous voulez réagir? Non, il n'est plus là. Oui, Richard? Oui, je vous écoute. Oui, en fait, moi je vois, on a l'Europe des États-Unis. C'est pas les États-Unis d'Europe. Aujourd'hui, Van der Leyen est complètement aligné avec la politique des États-Unis. C'est ce qui nous vaut le positionnement qu'on a avec l'Ukraine. Et je pense j'espère que vous prévoyez un référendum pour les peuples qui voudraient verser dans cette vision. Je pense que ce qui vous trouble, c'est le mot États-Unis. Bon. Et je l'ai choisi. Non, pas du tout, pas du tout. Il ne s'agit pas de faire les États-Unis d'Amérique. Non, c'est pas ce qu'il dit. Voilà. C'est pas ce qu'il dit. Simplement, si vous avez un jour, imaginons dans 100 ans, les États-Unis d'Europe, ils sauront faire face aux États-Unis d'Amérique sur un plan égal, au moins, et par conséquent ne plus être à la traîne. Et effectivement, donc, très soumis. Il faut casser l'Europe d'aujourd'hui. Mais c'est ce que je dis depuis le départ. Ouais, mais je pense que c'est important. Il faut qu'on revienne à des États qui existent. Non. On ne peut unir que des États qui se respectent sans démocratie reniée. Non, vous ne m'avez pas compris. Il ne faut pas revenir à des États isolés. Il faut construire une autre Europe qui sera politique et qui s'appellera les États-Unis d'Europe en remplacement de l'Union européenne. Voilà. Et c'est un long processus qui se fait en parallèle. On construit quelque chose tout en déconstruisant autre chose. Mais si vous revenez à une Europe éclatée, pays par pays, elle sera avalée, elle sera vassalisée très vite, parce qu'elle ne fera pas le poids devant les grandes puissances montantes, que ce soit la Chine, etc. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais l'Europe d'aujourd'hui vous dessert. Mais bien entendu, elle va vous desservir dans votre projet. Mais l'Europe d'aujourd'hui n'est pas celle qu'il faut, c'est ce que je dis depuis le départ. Donc il n'y a pas, juste un mot pour aller un peu plus loin, pour approfondir, et la question de Richard, est-ce qu'il n'y a pas un passage
pour passer d'un à l'autre, en sachant, et vous l'avez dit, vous l'avez répété, Patrice Franceschi, que ça prend des décennies, c'est pas encore une fois. Mais est-ce qu'il ne faut pas repasser par l'Europe des nations et vu l'omnipotence absolue de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui? C'est un choix qui pourrait être fait, mais qui, dans une déconstruction à ce moment-là, sera une période de péril avant de faire les États-Unis d'Europe, qui sera de plusieurs décennies, et c'est vraiment pas le moment avec la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, de la Turquie, des BRICS, etc. Voilà. Malheureusement, il est trop tard pour cette solution qui aurait pu être prise il y a 40 ans, par exemple. Mais c'est trop tard. En fait, la situation est grave. Voilà. On va marquer une courte pause, André et Patrice, et puis on va revenir dans un instant. Il y aura Lila qui sera avec nous au 0826 300 300, et puis vous aurez la parole évidemment, 0826 300 300, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Croire réagir pour en finir avec l'impuissance européenne aux éditions Plomb. C'est le livre que vient d'écrire Patrice Franceschi, qui est notre invité jusqu'à 14h, et ça fait réagir du côté de Lyon, puisque c'est Lila qui est avec nous. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour monsieur Berkov, merci à vous et à votre invité. Moi j'ai des choses qui me turlupinent. Oui. Je disais, déjà c'est bien beau de parler d'Europe, mais plus on avance, plus on se rend compte en fait que c'est un peu le chacun pour soi. Il y a des années, je disais, mais il faudrait que l'Europe fasse très attention et s'occupe de l'Afrique pour ne pas laisser l'Afrique aux États-Unis, aux Chinois. Bon, bref, ça n'a pas été trop. Voilà. Et je disais. Les Africains, par exemple, les pays africains, ont les ressources sous terre, et la technologie, le matériel, c'est l'Europe. Et l'Europe aurait dû se dire, on va se centrer là-dessus. Bon, ça c'est la première chose. Mais surtout, je prenais conscience, je disais, mais pourquoi, au niveau européen, on regarde pas les forces et les qualités et tout ce que peut apporter chaque pays, et au lieu d'aller chercher des choses dans un marché extérieur à l'Europe, se dire qu'est-ce qu'on peut faire. La France amène ses compétences à un pays européen pareil amène, et en fait au départ c'est déjà se rendre fort. C'est comme dans une famille, chacun a des compétences et des qualités, on essaye de se dire bon, lui est en difficulté, on va tous se mettre et on va essayer, lui il peut nous vendre quelque chose dont on a regardé ce que fait monsieur Macron, il dit nous avons le truc nucléaire, nous avons l'armement. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est proposé pour dire aux Européens, en tout cas la France, elle est là à vos côtés. Parce que quand je vois ce qui s'est passé notamment en Grèce, on a laissé dépouiller la Grèce. Il aurait fallu que l'Europe se dise on fait bloc pour voir tout ce qu'on peut faire pour ne pas laisser les Chinois débarquer, pour ne pas laisser un pays être vendu à... Voilà, d'accord, Lila. Oui, et ils l'ont pas fait. Oui, c'est ce que dit Lila. Voilà, mais pour répondre à la question, voilà, pour répondre à Lila, par rapport à votre exemple de la famille, seule une Europe politique aurait pu engendrer ce que vous souhaitez. Mais une Europe économique, ce sont en général... imaginez une famille qui soit que économique. Chacun se fait les poches des autres. Ça ne marche pas. Le péché fondamental de l'Europe, encore une fois, je le répète, c'est de ne pas avoir fait à l'origine, il y a déjà un certain temps, une Europe politique, mais d'avoir fait une Europe économique. À partir de là, tout était biaisé sur les souhaits que vous portez. Et à aucun moment, on ne les verra agir tant que l'Europe sera l'Union européenne, c'est-à-dire une Europe économique. Pour répondre Lila. en résumant. On a Bruno qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Oui, je voulais intervenir parce que je suis pas du tout d'accord avec l'invité, parce que ça amène une structure centralisée, même politique, et finalement, on l'a bien vu, par exemple, pour le Covid, où tout le monde a été en coupe réglée, avec évidemment une propagande unique, et sauf justement quelques pays comme la Suède ont fait des choses différentes parce que justement, ils n'étaient pas sous l'égide d'un pouvoir centralisé, et moi ça me paraît extrêmement dangereux. D'ailleurs on le voit, les grandes tendances comme l'OMS qui veulent se mondialiser et avoir un impact mondial sur la santé, etc.
Donc je pense au contraire, il faut que les gens restent autonomes. Et par exemple, si tout le monde avait refusé, les gens avaient refusé simplement le pass sanitaire ou le vaccin, eh ben ils tombaient comme un chapeau de cartes leur système. Alors, il me faudrait beaucoup de temps. Non, c'est la centralisation. Mais non, mais justement, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer à monsieur qu'un État fédéral n'est pas un État centralisé comme il le pense. L'Union européenne devient un État, une union de plus en plus centralisée parce que justement, elle n'est pas fédérale. C'est vrai, et on peut prendre des États-Unis d'Amérique, où chaque État a son autonomie. L'autonomie d'un État, on prend le cas des États-Unis d'Amérique, mais c'est le cas au Brésil, c'est le cas en Inde. Leur autonomie est renforcée justement par l'État fédéral, par le fait qu'il y a une fédération au-dessus. Donc en fait, je suis désolé, mais j'ai pas le temps ici d'expliquer les détails de ce qu'est une fédération, ou une confédération, si on voulait prendre l'exemple des Suisses, mais c'est justement la solution à une forme de décentralisation réelle et appliquée, État par État. Voilà. Ouais. Et en fait, justement, nous arrivons hélas, à la fin de cette émission, beaucoup de choses à dire, on en reparlera d'ailleurs. Mais je voudrais savoir, en fait, vous avez déjà écrit votre livre, dimanche il y a eu les élections européennes. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est l'exemple alors? Je dirais, bon, l'élection, c'est pas qu'on est contre les élections. Enfin, là, aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'exemple du faux semblant, puisque tous les problèmes qu'on a abordés pendant cette conversation n'ont absolument pas été ni abordés, ni traités pendant cette campagne? Alors qu'ils sont fondamentaux, on est passé à côté, une fois de plus, des enjeux de l'avenir qui nous attendent. Pourquoi? Pas un seul parti, pas un seul homme politique n'a un projet de société duquel découle un programme politique. Ils ont des programmes politiques sans projet de société en amont pour dire la direction qu'il faudra prendre, le programme politique étant uniquement la mise en œuvre technique du projet de société qui a été posé avant et qui tient compte des grands enjeux, de l'état des lieux où nous en sommes et des défis que nous avons à relever. C'est ça la politique, la vraie. Le gouvernement de la cité. Et on est passé entièrement à côté. C'était une campagne désolante. Comment vous expliquez? Franchement, je vais être très sévère. Dans ce cas-là, on n'a pas les hommes politiques à la hauteur des enjeux, c'est tout. Moi, je les regardais tous, mais vraiment d'un bout à l'autre du spectre, et je ne vois pas de femme politique qui a les épaules, la colonne vertébrale, le stock de convictions internes, et l'expérience du monde de la vie et des hommes lui permettant de relever les défis qui nous attendent. Donc on n'a vu que des enjeux de qui a le pouvoir, je le garde, et qui n'a pas le pouvoir, je le conquiers. C'est tout. Donc vraiment ce qu'on appelle de la politique politicienne, et c'était ça pour moi le plus dramatique. Aucun des vrais problèmes qui nous attendent, des vagues souterraines qui sont là et qui surgiront dans quelques temps, n'a été abordé. Voilà. Moi, ça reste pour moi non pas la grande surprise de ces élections, je m'y attendais quand même, mais la grande déception. Parce qu'on ne voit pas qui, dans le monde troublé qui nous attend, et le désarroi qui est dans les Français, qui pourra relever ces défis. Et de l'autre côté, je prends Erdogan, enfin les chefs d'État turcs, iraniens, chinois, russes, etc. Oui. Mais ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent. Ils se lèchent les babines. Et d'ailleurs, quand on lit leurs discours, qui s'occupe de lire les discours réellement, ou les projets de société de Xi Jinping, de Erdogan, etc. Peu de monde. Est-ce que nos hommes politiques les lisent? Mais tout y est écrit. Mein Kampf, c'était ce qu'avait écrit Hitler. On reprochait beaucoup de choses à Hitler, sauf sa cohérence. Il avait tout dit 10 ans avant. Il avait dit ce qu'il faisait, et ces gens-là écrivent toujours ce qu'ils veulent faire. Il suffit de lire leurs textes pour comprendre ce qui nous attend. Et pour eux, si on regarde leurs discours, surtout les discours pour leur population, pas les discours extérieurs. Bien sûr. Ils disent en gros quoi? Le monde maintenant est partagé entre les carnivores et les herbivores. Nous, on est les carnivores, les Européens et les Occidentaux sont les herbivores. Il n'y a plus qu'à les happer. C'est tout. À nous de redevenir des proies si difficiles à digérer que personne ne viendra tenter de nous digérer. Et c'est comme ça que la paix sera maintenue. Pas autrement. Donc une Europe de la défense, par exemple, si on regarde le réarmement mondial aujourd'hui de ces pays-là par rapport à nous, c'est franchement extrêmement inquiétant. Donc, Patrice Franceschi, si je vous écoute bien, nous devons devenir des raideurs indigestes. Nous devons redevenir ce que nous avons su être, c'est-à-dire dire la liberté ou la mort, ce que l'on préfère, être capable encore de le dire, savoir se battre pour ce à quoi on croit, avoir des objectifs très précis, par exemple dans l'ordre, vivre en liberté, dans la paix, et ensuite dans la prospérité. Ça, c'est un projet de société qui est métapolitique, il n'est ni de droite ni de gauche, mais il dit la direction qu'on veut prendre. Et après,
tout le programme politique, tout ce que l'on fera sera en direction de ces trois choses-là. C'est valable pour la France comme pour les États-Unis d'Europe à venir. On attend les gens qui nous en parleront. C'est la grande déception de ces élections. Voilà, en attendant Godot, lisez le livre de Patrice Franceschi, Croire et agir. Pour en finir avec l'impuissance européenne, c'est aux éditions Plomb. Merci d'avoir été avec nous, Patrice Franceschi. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.